Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe et nous nous retrouvons chaque semaine avec plaisir pour évidemment parler de l'actualité culturelle francophone avec les amis qui sont derrière moi. Voici par ce beau temps de mois de mars le sommaire. C'est l'art brut qui nous fournira la matière de notre première discussion du jour et nous allons nous intéresser au parrain et théoricien de ce courant, Jean Dubuffet, dont une centaine d'œuvres s'exposent actuellement à la Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse. Nous nous intéresserons ensuite à un film, Montréal la Blanche, réalisé par un Québécois d'origine algérienne, Bachir Ben Sadek, film qui nous aidera à lancer la discussion sur la place de la diversité et de l'immigration dans la création, au Québec notamment. Et enfin, il y aura aussi de la musique dans ce numéro de 300 millions de critiques. Nous commémorons en ce mois de mars les 25 ans de la disparition d'un monument de la chanson francophone, Serge Gainsbourg, un anniversaire triste mais qui nous donne l'occasion de profiter de quelques hommages livresques et autres. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Et nous allons faire cette émission avec Estelle Martin qui est à mes côtés, qui est à vos côtés maintenant depuis des mois, des années. Estelle, TV5 Monde, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Quel sourire. Mathieu Dugal de Radio-Canada. Je vais lui dire aussi dans son cas quel sourire, car autrement j'aurais l'air d'un épouvantable macho. Michel Serruti de la radio-télévision suisse romande, que vous aimez beaucoup, radio-télévision suisse, pas simplement romande, bien évidemment. Olivier Poivre d'Arvor, j'ai toujours un problème parce que arrive la qualification d'Olivier qui est extrêmement complexe pour moi, qui suis un simple d'esprit. Il est donc ambassadeur pour l'attractivité culturelle de la France, mon cher Olivier. Bonjour Guillaume. Je suis flatté d'être à vos côtés. J'ai l'impression d'être Camille Claudel à côté de Rodin. Et puis nous trouvons Slimane Zeguidour, que vous aimez, que vous appréciez. Mon cher Slimane, bienvenue. Vous êtes un éminent représentant, vous aussi, de cette chaîne excellente qui est TV5 Monde. Nous allons commencer avec un sujet qui me passionne, qui est consacré à Jean Dubuffet. Vous savez que c'est un personnage qui est un grand peintre français, donc exposé dans le monde entier, et qui est d'une certaine manière, je mets ça avec un point d'interrogation, le père de l'art brut. C'est un courant qui a été théorisé par Jean Dubuffet, qui a écrit un texte très important après la guerre, qui s'appelle Asphyxiante culture, et qui voulait célébrer, je le cite, les créateurs obscurs, indemnes de toute culture artistique ou des poncifs culturels au caractère pur et brut. Une centaine de ses œuvres sont à redécouvrir en ce moment à la Fondation Beyeler en Suisse, qui est probablement un des temples de l'art du XXe siècle et du XXIe siècle. Jean Dubuffet est-il vraiment le père, le fondateur de l'art brut? On en débat juste après ce sujet de la radio-télévision suisse. L'œuvre de Jean Dubuffet reflète sa personnalité hors norme, celle d'un homme épris de liberté, aux multiples facettes et affranchi des diktats de son époque. Pionnier de l'art brut, il n'a jamais cessé, jusqu'à sa mort en 1985, d'explorer de nouvelles voies, utilisant des matériaux inédits, des ailes de papillon, du sable ou du goudron. Dubuffet, c'est vraiment un des grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a vraiment aussi apporté beaucoup d'innovation, de nouveautés dans l'art, qui a poursuivi un chemin tout à fait innovateur dans l'art, donc vraiment aussi un révolutionnaire de l'art, on peut dire. C'est seulement à 41 ans qu'il renonce à son métier de négociant en vin pour se consacrer entièrement à l'art. Cette exposition présente des peintures et des sculptures de ses différentes phases de création. Son œuvre foisonnante permet de mieux cerner l'homme qui se cache derrière l'artiste. Un personnage à facettes multiples, contradictoires, mais passionnant. Il fait comme il lui plaît. Il ne se soucie pas des critiques, il ne se soucie pas des galeries, il ne se soucie pas des musées. Il suit son chemin à la fois tout seul et en totale liberté. Voilà, c'est ça Dubuffet. Point d'orgue de l'exposition, cette œuvre animée monumentale intitulée Coucou Bazar. C'est un théâtre un peu d'un genre nouveau, comme disait Dubuffet, le bal des leurs, avec ces personnages costumés qui se meuvent extrêmement lentement sur scène au milieu des éléments qu'on appelle des praticables, qui étaient bougés sur scène par des danseurs pour créer à chaque fois de nouvelles figures. Maintenant, aujourd'hui, les éléments sont considérés comme des œuvres d'art en soi. Une centaine d'œuvres de Jean Dubuffet sont présentées au public jusqu'en mai. Une richesse qui s'explique par l'étroite collaboration qui s'est nouée entre l'artiste et Ernst Beyeler, le créateur de la fondation. Voici le catalogue exceptionnel. Commençons par vous, puisque vous êtes le local de l'étape, si je puis dire. Est-il le père de l'art brut? Alors oui et non.
une réponse de Normand pour un Helvète. Oui, parce que c'est lui qui a donné, on va dire, ses lettres de noblesse à l'art brut. C'est lui qui a été extraire ses travaux de personnes aliénées ou qui étaient mentalement dérangées ou qui étaient complètement folles, on va dire ça comme ça, qui les a mis sur le devant de la scène et qui a fait en sorte qu'on les reconnaisse comme étant des œuvres d'art en soi. Maintenant, ce n'est pas lui qui a inventé, évidemment, cette forme d'art, donc il n'est pas le père de l'art brut, parce qu'il n'a pas créé une école ensuite avec des artistes qui n'auraient pas suivi justement de cursus académique quelconque pour réussir à créer ces œuvres d'art. Mais dans ce sens-là, oui, Dubuffet est en quelque sorte le père de l'art brut. Et c'est un personnage inouï, parce qu'en fait, il appartient à une famille, je crois, du Havre, de marchands de vin. À peu près jusqu'à 40 ans, il menait une vie de bourgeois classique, quoi. Alors c'est ça qui est intéressant avec lui, parce que non seulement, on va dire, dans l'art qui n'en était pas un jusqu'alors qu'il a été recherché, eh bien on peut retrouver aussi dans son parcours quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a entrepris des études d'art tout à fait sérieuses et académiques quand il avait 20 ans, qu'il a abandonné, il a été découragé, il a trouvé que ce milieu ne lui convenait pas, que cet académisme l'ennuyait prodigieusement. Asphyxiant de culture. C'est exactement ça. Mais déjà, à ce moment-là, il n'avait encore pas théorisé la chose, mais en tout cas, il l'avait ressenti, il a laissé ça complètement de côté. Pendant 20 ans, ensuite, il a fait des gribouillages, des dessins, il était vraiment dans une complète régression. Et tout d'un coup, en 1941, c'est là qu'il a décidé à nouveau de refaire de l'art, de faire de l'art. Il a délaissé son métier de marchand de vin. Il a mis en gérance sa société. Et un petit peu plus tard, le succès lui est venu. D'ailleurs, il y a vraiment une rupture, même lorsqu'on regarde sa création artistique, c'est intéressant. C'est-à-dire quand il a véritablement commencé à s'intéresser à l'art brut, c'est-à-dire au milieu des années 40, 45 à peu près, un petit peu plus tôt même, il y a une sorte d'avant-après même dans sa propre création artistique. C'est-à-dire qu'il y a un Dubuffet du début des années 40 qui n'avait encore pas été confronté à l'art brut, et il y a un Dubuffet post-art brut, qui a vraiment eu une influence, mais vraiment avec une rupture radicale. Souvent, chez les artistes, on voit une évolution dans leur parcours, et là, il y a une sorte, voilà, vraiment de frontière, de passage de l'un à l'autre, qui a véritablement marqué Dubuffet. Et une dernière chose que je voulais dire par rapport à lui, et aussi par rapport à cette dualité, c'est aussi dans son éducation. C'est-à-dire qu'il a eu une formation classique, il a eu un père extrêmement sévère, intellectuel, très, grande bourgeoisie, mais très froid. Et d'un autre côté, il avait sa grand-mère qui, elle, avait une véritable intelligence, on va dire, émotionnelle, très corporelle comme ça. Et dans toute l'œuvre aussi, justement, de Dubuffet, on peut percevoir ça. C'est Michel Thévaux qui expliquait ça. Michel Thévaux, qui a montré un portrait de Dubuffet, enfin une photo de Dubuffet. De la collection de l'art brut à Lausanne. Il y a cette dualité constante aussi chez Dubuffet, c'est-à-dire cette capacité de fonctionner presque en autiste dans la création artistique et puis en même temps parfois de se décentrer et d'avoir le regard sur ses œuvres de quelqu'un, on va dire, d'habituel. Ça suffit. Il en parlait bien. Il en parle très bien. J'arrête, tant pis. Magnifique photo. Magnifique photo. C'est une manière de me ridiculiser. Tout présentateur d'émission est obligé d'intégrer dans son travail une sorte d'autodérision. Slimane. Est-il le père de l'art brut d'après vous? Pas le père de l'art brut, mais disons un des parrains, un de ceux qui lui ont donné ses lettres, ses quartiers de noblesse à cet art. Et d'ailleurs, une des étapes qui lui a permis d'affiner cet art, c'est son voyage en Algérie, dans le désert algérien, qui, rappelons-le, à l'époque était un département français. Et en arrivant dans le désert, sur le sable, il va découvrir la nécessité, d'une certaine manière, de simplifier encore plus l'art brut pour penser au volume, parce qu'il arrive au Sahara, il y a de l'ocre partout, de l'ocre et du bleu indigo. Donc tout est couleur sable, il y a les empreintes sur le sable, les vêtements de l'arabe, comme il l'appelle, qui est d'un seul tenant. Il y a des dessins au début, il y a des dessins extraordinaires. Il y a des dessins absolument voilà, fabuleux. des personnages qui circulent dans les dunes, des chameaux, etc. Tout ça est un peu désarticulé. Oui, c'était c'était presque des personnages qui flottaient, comme s'il n'était pas sur un sol reconnu et identifié. Et d'ailleurs, il a préparé ce voyage en l'entourant d'un halo d'anecdotes qui confinent presque à la légende. Par exemple, il a raconté beaucoup plus tard qu'il était parti vers le sud parce qu'il n'avait plus d'argent pour se payer du charbon et se réchauffer à Paris. Comme il avait les dents qui claquaient de froid, eh bien, il a décidé, lui et sa femme, de partir en Algérie. Ils arrivent à Alger, il fait froid, ils prennent un bus, ils s'arrêtent dans cette oasis, cette plantureuse oasis d'El Goléa, où il va passer 3 semaines, où il va produire des œuvres entièrement dominées par la couleur sable, du bleu et de l'ocre. Voilà, et ça donnera les matériologies, qui sont des tableaux qui sont entièrement à base de matière, et après, on sait que tout un courant de l'histoire de l'art s'est intéressé à ça, notamment le grand peintre espagnol Antoni Tapies, et puis il a fait des portraits à travers ça aussi, de grands personnages culturels
de son époque. Il faut dire, je vais donner la parole aux autres, qu'il s'agit quand même, peut-être avec Yves Klein, je parle de l'art contemporain, du peintre français le plus exposé dans le monde. C'est-à-dire que vous en trouvez évidemment au MoMA, au Japon, dans les musées chinois. C'est une des grandes stars de la peinture dite française. Mon cher Olivier. Nous partageons cet avis parce qu'en effet, Dubuffet, c'est considérable. Et alors, vous connaissez certainement Picasso, beaucoup, mais il faut mieux connaître Dubuffet. Et nous, Français, nous le connaissons relativement bien, mais pas tant que ça. Dans le fond, et vous avez raison de dire qu'il est très connu dans le monde. Un petit peu moins ici, même si Suzanne Paget, au Musée d'Art moderne de la Paris, a fait un gros travail. Ici, il y a une collection d'art brut, d'ailleurs, à Lille, au musée dit Le Lam. Donc, ce qui est passionnant chez Dubuffet, c'est deux choses. C'est qu'il avait beaucoup de fric, donc il n'avait pas besoin de gagner d'argent. Ça explique en partie d'ailleurs sa relation, sa passion pour l'art brut. C'est que dans le fond, ce qui était important pour lui, c'est de faire appel à des gens qui étaient indemnes, en effet, de toute histoire artistique, mais aussi qui ne seraient pas dans le marché. Donc il a vraiment insisté là-dessus, et ces artistes-là, qui pour certains maintenant valent très cher d'ailleurs, à l'époque ne faisaient pas payer leurs œuvres. Il y avait ces deux internés qui étaient fameux, notamment Aloïse qui faisait des poupées, etc. Et puis un mineur, je crois, qui se faisait payer au prix horaire de la mine. Donc c'est très intéressant cette relation argent. Et puis l'autre élément, c'est cette passion pour la folie, dans le fond, qui correspond dans ces années 20 à l'importance des psychiatres. On a entendu parler du docteur Gachet, avant de Van Gogh, d'Artaud, de tous ces personnages, etc. Et les psychiatres deviennent des personnages importants de l'art contemporain, parce qu'ils collectionnent eux-mêmes, ont une passion pour les artistes, et puis donc font témoigner un certain nombre de figures. Et c'est ceux-là et c'est celles-là que Dubuffet a collectionné, a rassemblé. Il faut dire que les Français n'ont pas été très amateurs, puisque c'est chez toi, cher Michel, que la collection d'art brut est partie en 74, quelque chose comme ça. La plupart des grands collectionneurs de Jean Dubuffet, après la guerre, sont tous américains. Donc il doit beaucoup à l'Algérie, parce qu'il est allé, je crois, même 3 fois chez toi, Slimane. Il s'est installé, en tout cas, avec cette collection de l'art brut. Et puis nous, il y a eu des épisodes, en effet, un petit peu compliqués avec la Fondation Renault. Enfin, on ne reviendra pas là-dessus. Mais enfin, Dubuffet est un peintre, un artiste, un créateur extraordinaire à redécouvrir. Considérable. Monument considérable, mon cher Mathieu. Pour une fois, nous avons pris une sorte d'ordre logique. Mathieu, c'est le croissant fertile. Voilà, le croissant fertile. Je pense qu'il y a une génération de street artists qui doivent énormément à Dubuffet, parce que c'est quelqu'un qui a cru cette espèce d'art de la rue, d'art qui vient un peu d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a dit qu'il il a eu des fils spirituels, hein, Cy Twombly, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, sont des gens qui se sont beaucoup réclamés. Regardez ces petites maisons, on les retrouve souvent, ces petites maisons. Dans les tableaux de Basquiat, effectivement. Cette espèce de mélange entre l'art de rue et le pop art. Quand on regarde, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait avec Coucou Bazar, ces espèces de décors avec des personnages habités. D'ailleurs, à l'époque, hein, il y avait vraiment des comédiens à l'intérieur de certains personnages qui bougeaient. Et on était dans une esthétique qui était presque du vidéoclip. Hein. Les directeurs artistiques auraient probablement adoré mettre ce genre de truc-là dans leur vidéoclip. Alors, on sent vraiment qu'il y a plusieurs influences qui vont s'entrechoquer, et tout ça avec une très, très grande intelligence et aussi une volonté de secouer un art qu'il n'aimait pas, en fait, un milieu de l'art qu'il n'aimait pas. Mais qui lui a rendu hommage très vite. Qui lui a rendu hommage très vite, mais justement parce qu'il y avait du génie là-dedans incroyable. Et il a accepté aussi, justement, comme vous le disiez, de faire entrer l'aspect psychiatrique des artistes qu'on ne voulait pas voir. Et vous savez, au Québec, on a un organisme qui s'appelle Foliculture et qui se sert justement de l'art pour réhabiliter des gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Et il y a une influence directe de Dubuffet là-dedans. Là, on voit justement... Ça, c'est la grande série, enfin, c'est ce qui deviendra un peu sa marque de fabrique, c'est l'Ourloupe, c'est-à-dire ces grands paysages. En fait, ce sont des paysages contemporains, rouges, bleus, avec la fameuse ligne noire, qui est la ligne noire, finalement, qui vient aussi de la bande dessinée, enfin, qui correspond à ce qui se passe, en fait, dans la bande dessinée. Et qu'il a utilisé en sculpture aussi. Hein. Voilà. Son arbre à Manhattan est un peu dans cette esthétique-là.
Estelle Martin. Pour moi, Dubuffet, il a vraiment un côté dada parce que vous l'avez dit, il veut provoquer, il veut bousculer, il est contre les codes, contre les dogmes, il est contre l'art classique ou enseigné tel quel. Et vraiment, c'est ça qui est fascinant chez lui. D'ailleurs, ça pose beaucoup de questions sur l'art brut. On a eu beaucoup de mal à le définir. Est-ce que c'est l'art qui est lié aux aliénés ou aux autodidactes? Et ces questions-là, elles sont toujours présentes aujourd'hui. On se dit que l'art brut n'a pas de passé, pas de futur. Il y a vraiment beaucoup de questions autour de cette notion d'art brut. Moi, je vous suggère juste, pour parler de l'art brut, il y a un bouquin qui a été paru il y a une dizaine d'années par la collection de l'art brut à Lausanne, dont on parlait tout à l'heure, écrit en partie par Michel Thévaux. Voilà, là, vous avez toute l'explication du Buffet de l'art brut. Et puis le magnifique catalogue que vous aviez, Guillaume, ben ça, c'est ce qui je vole. Je tiens à vous dire que je vole le catalogue. Ce qui est exposé à Bayeler en ce moment à Bâle, qui vaut le déplacement. Mais les deux sont faisables. D'ailleurs, pour aller à la collection de l'art brut à Lausanne et à Bâle dans la même journée, c'est complémentaire. Si vous êtes de passage près de Bâle en Suisse, l'exposition Métamorphose du paysage, rétrospective de 40 ans de création de Jean Dubuffet, est à la voir à la Fondation Bayeler jusqu'au 8 mai 2016. Pour terminer notre discussion sur Dubuffet, une photo partagée par Charles Quetto sur son compte Instagram du Deviseur, une œuvre de Dubuffet datant de 1969 exposée à la Fondation Bayeler. Vous avez évidemment le compte Twitter de l'émission, hashtag 300 millions de critiques, et vous trouverez toutes les informations sur notre site internet aux adresses qui sont au bas de l'écran. Deuxième sujet, quelle est la place de la diversité culturelle et du thème de l'immigration dans la francophonie au Québec? Voilà qui va intéresser évidemment tous ceux qui nous regardent aujourd'hui avec l'expertise de notre ami Mathieu et notamment la manière dont on a là-bas, donc puisque c'était un peu chez nous là-bas, puisque nous sommes francophones, assimilé les immigrations diverses dans la culture. Pour illustrer notre débat, nous partirons du film Montréal la Blanche qui raconte l'histoire d'intégration de 2 immigrants algériens. Voici la bande-annonce. Excusez-moi. Je vous connais, je crois. I don't speak French. Oh, pardon, sorry. Vous m'avez reconnu tout de suite? Une chanteuse. Quelle chanteuse? C'est vous, Kaina Katoub? C'est moi. Une fois morte, je suis devenue célèbre. Papa, elle est où, maman? J'ai divorcé. Ça se fait pas chez nous. Je veux la garde partagée. Qu'est-ce que penserait votre femme de savoir que le soir de Noël, le jour où vous faites le plus d'argent, vous êtes avec une femme, votre idole de jeunesse? Ça vous arrive de faire des cauchemars? Ça m'arrive chaque ramadan. Oui, ma maman. Des fois, j'aimerais bien rembobiner le passé. Pouvoir revenir en arrière, effacer certaines choses. Vous venez vivre ici comme si vous étiez jamais parti. Les autres, c'est les autres. Nous, c'est nous. C'est pas possible, moi ça fait des années que je fais tout pour éviter ces gens-là. Descends! Vous n'avez pas le droit de faire ça, il pourrait porter plainte. Pourquoi vous faites ça pour moi? C'est pas tous les jours qu'on croise un fantôme. Êtes-vous correct? Voilà un film réalisé par le réalisateur québécois d'origine algérienne Bachir Ben Sadek, qui signe donc son premier long métrage de fiction adapté d'une pièce de théâtre qu'il avait lui-même écrite, qui avait été montée en 2004. Mathieu, vous commencez et donc Slimane enchaînera. Mais ça pose plusieurs questions, ce film-là, parce que, bon, d'une part, on a longuement parlé avec les Oscars de l'absence de diversité. Je pense que le cinéma québécois, donc les derniers Oscars, je pense que le cinéma québécois aussi souffre de ça. La télé québécoise souffre également d'un manque de diversité. Alors, chapeau, faut se lancer des réalisateurs d'une immigration plutôt jeune, parce qu'il faut dire qu'il est arrivé en 1992. Bachir, lui, c'est le début de la décennie noire qui l'a amené ici, comme beaucoup de ses confrères algériens d'ailleurs. Et donc, ce qu'il montre dans ce film-là, c'est vraiment toute la tension de l'identité qui existe chez ces immigrants-là. Qu'est-ce qu'on laisse chez nous? Qu'est-ce qu'on amène ici? Comment on s'intègre? Et toutes les tensions qui existent aussi au sein de ces communautés-là. Évidemment, le Québec, terre d'immigration, ça fait quand même longtemps que les immigrants viennent au Québec. Il faut dire que longtemps, la société québécoise aussi était une société qui était relativement fermée.
premièrement, c'est une société où il y avait énormément de natalité. Hein. C'était parmi les taux de natalité les plus forts de tout l'Occident. Dans les années 40, 50, les familles de 8, 10, 12 personnes, c'était commun. Évidemment, ça s'est terminé dans les années 60, 70. Et là, évidemment, la démographie fait en sorte que c'est une société qui a un besoin démographique très, très fort. La communauté maghrébine est quand même, je dirais, relativement bien intégrée. Hein. C'est une communauté qui est là depuis le début des années 90. Les Algériens... Dont le film est la trace. Oui, c'est ça. Et on les voit beaucoup et on les voit d'ailleurs dans toutes leurs interrogations. Et, mais est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que ce problème de l'intégration est mieux réglé chez vous que chez nous? Bien, soyez franc. Oui et non. C'est que dans les années 70, le Québec était une province où la présence de l'anglais était très forte. Les immigrants s'assimilaient beaucoup aux communautés anglophones, à la communauté anglophone. Le Parti québécois, dans les années 70, a promulgué une loi, la fameuse loi 101, qui a obligé les enfants d'immigrants à aller dans les écoles françaises. Ça a été une loi qui était très critiquée à l'époque. Je pense que rétrospectivement, on peut dire que la loi 101 a été bénéfique parce que ça a forcé toute une génération d'immigrants à venir, à joindre les rangs des francophones au Québec. Hein. Il n'y en a pas de trop. On est 8 millions dans un océan de 300 et plus millions de personnes en Amérique du Nord. Et donc, il y a une partie de l'immigration qui s'est bien réalisée. Aujourd'hui, évidemment, des réseaux et des ressacs identitaires comme en Europe, il y en a au Québec. On a eu des chartes de valeurs qui ont été proposées. Auparavant, c'était les accommodements raisonnables. Et donc, il y a des tensions dans l'immigration, c'est clair. Le Québec a-t-il réussi à mieux intégrer ses immigrants? Évidemment, ça prendrait une émission de 3 heures pour en parler. Il a réussi à bien intégrer une partie de ses immigrants, mais aujourd'hui, évidemment, il y a toute une nouvelle série de questions qui se posent, évidemment, avec une montée de l'identité musulmane. Et c'est un défi aujourd'hui, peut-être moins qu'en France, mais c'est quand même un défi d'intégrer ces populations. Voilà, le film s'appelle Montréal la Blanche. Slimane, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, vous en pensez quoi? Écoutez, je l'ai vu et il est impossible, je me suis rendu compte, de voir un film fait par des Algériens sans le mettre en parallèle avec ce qui se fait en France. Alors, on venait de parler de l'intégration au Québec. Ça dépend de ce qu'on entend par intégration. Parce que l'immigration algérienne au Canada et maghrébine en général est une immigration de cadres, vétérinaires, médecins, universitaires. Donc, en principe, ils n'ont pas de problème de relégation économique ou de vie dans des ghettos. Et pourtant, le taux de chômage chez eux est beaucoup plus élevé. Il est beaucoup plus élevé, mais ils n'ont pas encore produit autant de créateurs en littérature, en poésie, en sport, en musique, comme ça l'est en France, alors que l'immigration en France est à l'origine une immigration rurale et ouvrière. C'est pour ça que ce film, malgré ses maladresses, a quelque chose d'un travail de pionnier. Moi, quand je l'ai vu, je voyais des acteurs algériens qui se racontent des problématiques algériennes, leurs souvenirs du bled, la guerre civile, l'intégrisme, mais en même temps dans un décor outre-Atlantique, avec de la neige, du froid, un soir de Noël. C'est à la fois quelque chose de très intime de très exotique. Et en même temps, cette immigration d'Amérique nous décentre un peu du face-à-face de l'immigration maghrébine par rapport à la France. Parce que la France est aujourd'hui, on peut dire, le seul pays où il y a de vrais festivals de cinéma maghrébin. Il n'y a pratiquement presque plus, à part à Carthage. Et voilà que nous, ce Maghreb et cette France qui était dans un face-à-face presque siamois, voilà un écho qui vient d'outre-Atlantique, du Canada, certes français, mais quand même de l'Amérique, et qui nous présente une forme d'éloignement, de recul par rapport au pays d'origine, et une forme d'insertion qui est une insertion dans une société nord-américaine où il y a plus d'acceptation sur le plan professionnel, mais où il n'y a pas le mélange ethnique, le métissage matrimonial qu'il y a en France. En France ou dans les villes où effectivement la communauté est très importante. Oui. Mélange. Oui, Port de Marseille, par exemple, c'est inouï. On a l'impression de vivre dans une ville... Ah bah oui.
Écoutez, il C'est y a à la plus. fois les Blancs, les Noirs, les Algériens, les Marocains, tout ça mélangé autour de l'eau, de la mer et de la Méditerranée. Vous vouliez dire quelque chose, notre Oui, quand même, parce que c'est ambassadeur? vrai que le Quai d'Orsay s'exprime un peu et rappelle quelques leçons de géopolitique de Je vous base. en C'est prie, que allez-y. vous pouvez toujours comparer les deux situations, mais enfin, ça n'a pas de sens. Regardez la carte, tout simplement, Guillaume, et vous verrez que le Québec n'est pas proche de la Méditerranée, et que donc assez loin du Maghreb, qu'on n'a pas les mêmes histoires, et que forcément, l'immigration au sens charge du terme, vous avez peu de frontières, vous avez une frontière américaine, n'est pas la même. Moi, elle me plaît, votre immigration, parce qu'en effet, elle est assez choisie, elle est assez chic dans le fond. Moi, je me souviens, pour avoir vécu en Égypte, de voir des Égyptiens de la haute société, des médecins qui partaient, et vous avez eu une politique C'est d'accueil. ce qu'on vit actuellement avec les Syriens. Une grande partie des Syriens Oui. qui veulent arriver ici, ce sont des médecins, des Une partie universitaires. non négligeable, Une partie. absolument. Mais il y avait une politique d'incitation importante de votre gouvernement, dont il faut quand même dire du bien, pour permettre, avec des visas facilités, à ces étudiants de venir faire leurs études et puis aussi de travailler, ce qui n'a pas toujours été le cas en France. Je vous rappelle qu'il y avait une circulaire qui s'appelait la circulaire Guéant qui ne permettait pas aux étudiants étrangers de travailler. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Non, ce que je trouve bien chez vous, c'est qu'il y a des écrivains formidables de partout qui soient. Alors pour le coup, comment arrivent-ils là? Bon, Dany Ferrière et les Haïtiens, on peut comprendre, ils ne sont pas très loin. Mais Yen Chin, la chinoise, Kokis, le brésilien, il y a toute une littérature assez formidable qui n'est pas celle, en effet, de Montréal la Blanche. Mais là, c'est un jeu de mots qui a été pris par votre réalisateur, en quelque sorte, puisque c'est un renvoi à Alger la Blanche. Moi, j'ai bien aimé ce film. Il est très marrant. J'ai pu me procurer une cassette parce que c'est rare, je crois, que Noël et le Ramadan coïncident. Et c'est une fois rencontre. toutes les 20 ans. Voilà, ça, c'est une rencontre fortuite entre ces deux êtres qui ont deux histoires assez différentes et qui nous racontent un beau récit, dans le fond, un peu différent de ce qui peut se passer en France, un peu moins tendu, je trouve. Un peu moins de tension. Michel, un mot. Une cassette, dites-vous. Vous avez procuré une cassette, Olivier. Une cassette, absolument. J'aimerais bien avoir Ne ça. stigmatisez pas le Quai d'Orsay. Vraiment, vraiment. Michel. La Suisse est un pays particulier en termes d'immigration. Je ne parle même pas de culture. C'est un pays qui a une population étrangère qui est extrêmement élevée. On a tendance des fois à l'oublier. Je crois que ça doit être le pays d'Europe, Luxembourg mis à part, qui a le pourcentage le plus élevé. C'est un quart de la population est étrangère en Suisse. Très rapidement, il y a une chose aussi en Suisse. Il y a deux choses en Suisse. On voit en tout cas dans les régions où il y a la plus grande densité et proportion d'étrangers, c'est-à-dire dans les villes, chaque fois qu'il y a une votation qui porte sur cet enjeu-là, on va dans le sens de l'immigration, on va dans le sens de la mixité. Les villes, les grandes villes, soit Zurich, soit Genève, que ce soit Bâle, ne votent jamais la contre, alors que ce sont elles qui sont confrontées à la plus grande population étrangère. C'est toujours dans les régions où il y a le moins d'étrangers, où on peut en avoir peur, où on colporte, on va dire, des a priori, que là, les gens sont les plus réticents. Donc dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire, oui, lorsqu'on est confronté en Suisse réellement aux populations étrangères et à l'immigration, ça a l'air de fonctionner, puisque les gens qui y sont confrontés, la plébiscite en tout cas, ne votent pas contre. Ma chère Estelle. Alors Montréal la Blanche pour moi est intéressant parce que comme disait Slimane, c'est expurgé de toutes les tensions qu'il peut y avoir entre la France et l'Algérie, entre les Français et les Algériens. Et là, c'est vrai que tout le côté presque et le côté québécois est un peu laissé de côté. En fait, c'est vraiment plutôt deux histoires de deux immigrés qui se rencontrent, qui ont des parcours très différents. Sauf l'hiver. Et c'est ça qui. Non, il m'a expliqué Bachar Ben Sadek que vraiment il voulait que ça soit comme un conte de Noël, un conte de Ramadan, pour qu'il y ait effectivement ce contraste entre Montréal la Blanche et ces histoires de racines en fait. Et c'est toute la question du film qui est posée parce que là l'exil est forcé puisque ces deux personnages principaux ont dû fuir l'Algérie, les années de plomb, le terrorisme. Il y a les bribes du passé qui arrivent. Il y a cette femme qui arrive comme un fantôme du passé parce que c'est une chanteuse pop. On a cru qu'elle a été assassinée et en fait le chauffeur de taxi qui la rencontre, qui est algérien, découvre qu'elle est encore en vie. Et là c'est le choix. Est-ce qu'on accepte de se réinventer, comme fait cette chanteuse pop qui a décidé, en arrivant à Montréal, en arrivant au Québec, de se réinventer, et donc de partir sur une autre vie, et donc d'oublier un peu ses origines, son passé, ou au contraire, comme le chauffeur de taxi, rester accroché à ce passé. Que faut-il faire? Alors, Bachir, lui, l'explique très simplement. Lui, il pense qu'il faut se réinventer, que de toute façon, quand on est un exilé volontaire ou pas, on est obligé de passer par là, et que même si on reste accroché à son histoire, à son passé, eh bien, le temps va faire qu'au bout de la deuxième, troisième, quatrième génération, on saura qu'on est d'origine algérienne, mais on sera devenu aussi québécois, canadien par la force des choses. Et je trouve qu'en cela, ce film est intéressant parce qu'il pose vraiment des questions universelles sur qu'est-ce que l'exil, voilà, comment on peut garder sa culture ou pas. Et vraiment, c'est un beau film dans ce sens-là. Un film d'ailleurs qui a été extrêmement applaudi à Rotterdam. Il a été présenté au Festival du film de Rotterdam. 4000 festivaliers l'ont adoré, paraît-il. Et le succès fut au rendez-vous à Montréal de la première projection du film Montréal la Blanche, comme le montre Daniel Legault,
sur son compte Facebook en partageant les photos d'une salle comble au cinéma Quartier Latin. Et puis vous suivez évidemment le compte Twitter de l'émission, hashtag 300 millions de critiques, et vous retrouvez toutes les infos. Donc non seulement au bas de l'écran, mais sur le site internet donc, de notre émission. Merci beaucoup, mon cher Slimane. Je sais que vous avez une journée extrêmement chargée. C'est donc Yves Bigot qui va nous rejoindre dans un instant. Juste après le Zap Culture, nous parlerons de Serge Gainsbourg. Ce Zap d'Estelle Martin, le voici. Sur le sol, ils ont écrit quelques mots à la craie. Hommage aux victimes. Bruxelles, ma belle. Nous n'oublierons jamais. Un moment de communion et d'émotion. Un acte de résistance aussi. On a eu peur de descendre, on s'est dit qu'il fallait peut-être mieux rentrer chez soi, et puis on s'est dit qu'il était hors de question. C'est notre ville, on la défend, et on y tient. Changer la donne par l'éducation, dans les pays en guerre bien sûr, mais en Suisse aussi. En collaboration avec l'association Arte Libera, le film devient un outil pédagogique dans les classes romandes. Fakir a 12 ans et il est déjà un danseur émérite. Certains le surnomment ici le Billy Elliot d'Afrique du Sud. Danseur gracieux, plein d'assurance, une présence scénique captivante et de grands rêves. Mon rêve est un jour de danser dans une école à Londres, devant la reine. Avec lui, entrent ici Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et des dizaines d'écrivains et d'intellectuels qui ont forgé une pensée noire. Je veux montrer qu'elle n'est pas que noire, mais qu'elle est arc-en-ciel, qu'elle est universelle, qu'il ne faut plus ghettoiser la pensée et qu'aujourd'hui, pour comprendre le rock, peut-être qu'il faudrait repartir vers l'Afrique, ce continent qui est souvent sous-estimé. Il passe jusqu'à 13 heures par jour plongé dans son dictionnaire. Je suis de ceux qui pensent que passer ses vacances dans le Larousse, ça peut être aussi attrayant que les passer dans le Larzac. Du monde, il y en avait beaucoup pour la dédicace de François Fillon, comme pour celle de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce n'était pas la même ambiance, en revanche, chez Jean-François Copé. Grosse séquence solitude pour l'auteur du sursaut français. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. 5 copains comme les 5 doigts de la main. Une colocation, des galères d'argent et les voilà dealers. Il y a les compagnons qui ont la coiffure de leur propriétaire ou vice-versa. Mais il y a surtout tous les chiens. Des grands, des petits, des frisés, des sans yeux. Ah si, gagner au Croft n'est pas une mince affaire. Les maîtres y deviennent de véritables coachs sportifs. Patrick Clapp a sans doute les plus belles fesses du cinéma suisse. C'est à son âge, c'est complètement indécent d'avoir des fesses aussi fermes. Moi, j'exigerais par contrat en fait qu'il y ait toujours une scène de nu dans les films dans lesquels je joue. En tout cas, tant qu'il peut, parce qu'avec des fesses pareilles, je comprends qu'on les montre. J'aime le cinéma qui rend la vie très intense. Vous voyez, je crois que je fais du cinéma pour pouvoir organiser une vie très intense sur l'écran. La présence américaine à Cuba est visible depuis quelques mois. La musique américaine à Cuba l'est désormais tout autant. Les Cubains auront droit à un concert historique des Rolling Stones. Rappelons quand même qu'après la révolution castriste de 1959, le rock avait été considéré comme une arme de l'impérialisme américain. Bonjour mon cher Yves Bigot. Bonjour Guillaume. Nous allons parler de Serge Gainsbourg, troisième sujet de 300 millions de critiques, car le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg, alors en pleine gloire, nous quittait malheureusement 25 ans plus tard. Monsieur Gainsbourg, Mr Gainsbar, donc est toujours un monument de la chanson française. Avec cet anniversaire vient son lot, vous le voyez, de livres, souvenirs, d'hommages qui lui sont rendus. On en parle juste après ces images. Ici, tous les droits de reproduction sont autorisés. Qu'ils soient des antipodes ou du quartier, pour un mot ou une photo, chacun a quelque chose en lui, de Gainsborough. Nous venons de Melbourne, c'est pour mon fils que nous avons fait 24 heures d'avion. C'est pas vraiment ma génération, mais je suis quand même obligé de connaître le personnage. Je travaille à côté, donc je regarde chaque jour.
Et bah oui, j'ai même pas besoin de penser à lui puisqu'il est, je le vois, voilà. Regard toujours aussi présent, iris pleinement absinthe. Il est inscrit Fulbert, il faut passer l'aspirateur dans ma chambre à coucher, car j'ai piqué une crise de rage sur une cassette que je n'ai pu extraire et que j'ai cassée, ainsi que l'appareil à coups de marteau. Bonnes vacances, Serge. 25 ans après, les rétines de Yannick Ribot restent impressionnées. Son oncle était le majordome de l'artiste, un contact privilégié pour photographier son intimité. J'avais 19 ans à l'époque, 1 an de pratique de photographie et je souhaitais mémoriser le lieu. Galerie bien sûr, mais aussi hôtels et restos. En tout, ce sont 7 lieux à 2 pas de chez lui pour retrouver les plus beaux clichés de l'homme à la tête de chou. À cette table, il avait ses habitudes. La veille de sa mort, il était passé, il était très fatigué et puis voilà, quoi, il avait passé son petit moment sympa, puis après il était rentré chez lui. On le sait, le cœur de Bloody Jack ne battait qu'une fois sur 4. Le 2 mars 91, dans sa propre maison, son arrêt fut cardiaque. Mais un quart de siècle plus tard, en stéréo, il continue de battre le tempo. Ça fonctionne encore d'une manière extraordinaire. 25 ans après. 25 ans. Ouais, et à la mort de Gainsbourg. Est-ce que vous croyez donc à sa postérité? D'abord, sa postérité, elle est devenue internationale. Puisque aujourd'hui, de Tame Impala à The Last Shadow Puppets, en passant par Beck et beaucoup d'autres, voilà, le monde anglo-saxon se revendique de Serge Gainsbourg, alors notamment de l'album L'histoire de Melody Nelson. Qui est celui qui a été un four financier absolu. Absolu, comme l'homme à la tête de chou, hein, entre 10 000 et 15 000 ventes à l'époque. Sa maison de disques voulait lui rendre son contrat. C'est pour ça qu'il a enregistré après des chansons ridicules comme Si Sex and Son ou La Micaouette. Hein, c'était juste pour pouvoir continuer à enregistrer ses albums à côté. Mais les arrangements de cordes, les lignes de basse de cet album Melody Nelson ont une influence aujourd'hui très importante, que ça soit en Angleterre ou aux États-Unis. Chez nous, alors pour les Anglais ou les Américains, d'ailleurs Gainsbourg, c'est une espèce de mélange de Miles Davis pour l'attitude, Dylan pour l'habileté avec les mots, et puis Céline pour l'aspect très sulfureux, transgressif, etc. Pour nous, je dirais simplement que Gainsbourg, c'est la culture. C'est-à-dire, c'est ça qui l'incarne. C'est quelqu'un qui, à la fois, avait une culture absolument formidable, formelle, hein, du classicisme. Il venait de la peinture, hein, son rêve c'était d'être un petit Renoir, hein, d'une certaine façon, mais qui a intégré que la peinture, c'était fini, ou en tous les cas c'était fini pour lui, et c'était fini pour la France, et qui donc s'est transformé en musicien, en pianiste de bar, hein, qui a commencé par accompagner des chanteuses dans les bistrots de Pigalle et de Saint-Germain, et puis qui s'est mis à écrire. Alors à la fois de manière très classique et très formelle, hein, une maîtrise de la poésie classique, et puis des enjambements, des allitérations, de la prosodie. Oui, chasseur de trésors de ce qui s'est fait au XIXe siècle, la musique romantique plus les grands poètes français. Et il a fait la jonction entre les deux. Et les surréalistes, voilà. Etc. Et partant, parce que c'est nécessaire, de ce socle classique totalement digéré et possédé, alors à la transgression absolue, qui est devenue sa marque de fabrique. Voilà, des sucettes aux armes, etc. Voilà, exactement. Aussi bien dans son style, évidemment, que dans sa communication, où il n'y a pas besoin de rappeler tous les différents Donc scandales. La réponse, c'est postérité Gainsbourg, oui. Nous sommes 25 ans après, mes réponses, postérité, oui. Ah oui, c'est évident. Olivier. Oui, c'est impressionnant, Gainsbourg. D'abord parce qu'il est né, j'avais oublié, il est né bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et donc il a traversé toute une période de la France assez dure, très dure. Hein. Il a porté l'étoile jaune. Il a même été déchu de sa nationalité. Oui, ça, et voilà. Alors, je voulais insister là-dessus, c'est que, franchement, bravo le pays, il a été déchu de sa nationalité, et on l'a découvert après. Ça n'a pas été effectif, parce qu'ils n'ont jamais réussi à le trouver. Mais néanmoins, le gouvernement de Vichy l'avait déchu de sa nationalité. Et donc, il y a comme ça une traversée de ce pays, parce qu'on l'a souvent vécu. Moi, quand j'étais adolescent,
j'ai l'impression que c'était un provocateur complet. Mais en fait, il a traversé ce pays, la République, l'armée, enfin, toutes ces institutions, avec une sorte de passion française, parce qu'il est quand même resté en France. C'est un personnage formidable, et dans le fond, c'est un peu Houellebecq aujourd'hui, qui passionne, je pense, pas mal les Nord-Américains. Je suis content de savoir qu'il est connu à l'étranger, parce que j'ai l'impression que sa carrière, qui n'était pas très réussie en France, très longtemps, enfin, il a beaucoup ramé quand même. Jusqu'à l'adaptation de l'essentiel de ces... Enfin, en dehors des commandes, je parle sous le contrôle d'Yves, en dehors des chansons de commande pour les artistes en France Gall, il a fallu qu'il attende la fin de la fin de la fin pour arriver aux armes, etc., avec Humphrey Dunbar et Robbie Shakespeare, donc, qui était la rythmique de Bob Marley, pour arriver à un très grand public et lui-même faire des concerts. Et autrement, il était un auteur pour les autres, et une sauf vie, les chefs-d'œuvre qu'on a évoqués une vie tout à l'heure. traversée de douleurs, de crises cardiaques, de femmes, en même temps, quelque chose qui fait que c'est un personnage de légende. Oui, absolument. Le plus belle femme du monde, lui, qui se trouvait pas beau au départ et qui finalement a réussi. Voyez, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Je vous le confirme. Donc, vous n'êtes pas l'homme à la tête de chou, mais vous êtes Mathieu Dugal. Qu'est-ce que vous pensez de Gainsbourg? Ben, écoutez, l'héritage Gainsbourg, il est clair. C'est quelqu'un, vous l'avez dit, qui a été repris par le monde anglo-saxon, ce qui est loin d'être le cas des grands chanteurs français. Et il y a un aspect musical aussi qui a traversé les styles. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gainsbourg, dans le monde du rap, est quelqu'un qui est extrêmement repris. Il est remixé. Danger Mouse a repris des extraits. De La Soul a repris des extraits, tout à fait. Et donc, Beck s'y est abreuvé. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que c'est tant quelqu'un dont les origines vont chez Musset. Il a même déjà mis Musset en musique. Et en même temps, il a un pied dans le 21e siècle. Et tout ça dans un grand écart où la musique est très importante. Il ne faut pas oublier que chez lui, la musique classique est extrêmement importante. Son père était pianiste et il l'a revendiqué. D'ailleurs, il disait à la fin de sa vie, il dit, moi, un des grands héritages que j'ai eus, c'est mon père qui jouait Shostakovich, c'est mon père qui jouait Rimsky-Korsakov, Bach, Schoenberg. Il y avait une culture musicale, mais hallucinante. Les Juifs russes. Pardon? Les Juifs russes. Oui, il y avait une culture musicale qui était vraiment très grande. Et d'ailleurs, les musiciens s'y sont reconnus parce qu'on regarde, par exemple, quelqu'un comme John Zorn. John Zorn est allé faire un album, Great Jewish Music, qui est absolument incroyable. Et il est allé chercher, donc, chez Gainsbourg, quelque chose qui était universel. Et chez les musiciens, donc, de l'avant-garde américaine, Gainsbourg, ça fait partie des meubles. Et c'est pas le seul. Et donc, c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, il va parler encore à des jeunes chanteurs. Au Québec, il y a un album qui vient de sortir, produit par Steffi Choc, 12 belles dans la peau, avec des chanteuses québécoises qui reprennent Gainsbourg. Alors, ça va parler à ces femmes-là. Et ça va parler à des musiciens d'avant-garde aux États-Unis. Bref, le registre de Gainsbourg, 25 ans après sa mort, est toujours aussi grand, sinon encore plus, parce qu'il parle encore à une période qu'il n'a pas connue. Il faut simplement rappeler que le livre de référence sur Gainsbourg, c'est la biographie que lui avait consacrée notre ami belge Gilles Verland, qui malheureusement était le biographe de Serge et de Jane Birkin. Michel, le regard toujours un peu pointu, légèrement vachard sur la musique. Non, pas vachard. Moi, la question que je me suis posée avec Gainsbourg, enfin, tout le monde y a répondu. Voilà, il est entré au panthéon de la musique, il y a un héritage, il y a une postérité, tout le monde est au clair avec ça. La question que je me pose, c'est comment est-ce que lui réagirait aujourd'hui, 25 ans plus tard, à tout ça, sachant que je crois qu'il a toujours été sérieux, que ce n'était pas une posture. Pour lui, c'était, il le disait, c'est la fameuse interview avec Béard, c'était un art mineur comparé à la peinture qui était un art majeur. Mais alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi il a dit ça. Parce que ça va faire plaisir à notre ami Guillaume, qui aime bien citer Guy Béard. Vous avez remarqué, c'est que en réalité, voilà, il a allumé Guy Béard ce jour-là en lui disant « Toi, ta gueule, le blaireau, c'est un art mineur ». Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il pensait. C'était juste un règlement de compte avec Guy Béard, qui avait, des années plus tôt, dénoncé Gainsbourg à la SACEM pour plagiat. Donc, en fait, c'était juste sa revanche. Il ne pouvait pas saquer Béard. Parce que Gainsbourg a effectivement un aspect plagiaire qui revendiquait beaucoup d'aller piquer ses musiques, des textes détournés de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, quasi tout l'album Gainsbourg Percussion, par exemple, est emprunté à un album d'un percussionniste que Santana a aussi beaucoup joué, Jingo, notamment, qui s'appelle Babatunde Olatunji, etc. Mais il le... Oui, c'est du ready-made musical. Donc l'histoire
du C en art mineur, etc. C'était du pipeau, c'était juste pour emmerder Béard. Alors, j'entends ce que vous dites, Yves. Et puis en même temps, moi, c'est ça la question que j'aimerais avoir aujourd'hui, parce qu'on a l'impression, quand on regardait même Gainsbourg au sommet, ou Gainsbourg, justement, au sommet de son art, quand il avait déjà un certain âge et qu'il était riche et qu'il était reconnu, et qu'il le sera encore plus aujourd'hui, il y avait une déprime constante dans la façon dont il faisait les choses, il y avait une dérision, il y avait une distance avec ce qu'il faisait. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est une posture, simplement un dandisme qu'il avait, ou est-ce qu'il y avait ce côté presque faustien, où il avait vendu son âme finalement à un art mineur, qui l'avait rendu célèbre, mais en on même lui a temps, pas proposé assez cher. mais en même temps, qui ne lui a pas permis véritablement d'exceller dans ce qu'il aurait voulu être et d'être reconnu pour un grand artiste, c'est-à-dire un peintre. C'est un garçon vraiment. On n'a pas employé le mot sexe du tout. Mais Comment? On n'a pas employé le mot sexe. Non, mais il a J'ai compris. dit Sex and Son. Ah oui, en disant que ce n'était pas la bonne chanson. Ouais. Il y a quelques vidéos d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et les douleurs, parce que là, la séparation avec Bardot, ça a été la grande histoire. Enfin, le mariage avec Birkin, bien sûr, mais la séparation avec Bardot, ça a été la grande douleur de sa vie. Il lui a écrit des chansons magnifiques. Interactivité, Gainsbourg, 25 ans déjà, disions-nous. Tour sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de 130 trésors du hip-hop qui partagent une vidéo en l'honneur de l'artiste. Et puis vous suivez évidemment sur le compte Twitter de l'émission, hashtag 300 millions donc de critiques. Mon cher Olivier, quel est votre coup de cœur? C'est une proposition en voyage pour aller à Port-au-Prince. C'est Valérie Marin-Lamellé qui a publié un très beau livre qui s'appelle Chérir Port-au-Prince. Valérie, c'est une journaliste qui est passionnée de littérature, qui a découvert Port-au-Prince et Haïti avant même de visiter ce pays et cette ville par la littérature, et donc un certain nombre d'ailleurs d'écrivains qui sont chez toi, Mathieu. Et ce livre est formidable parce qu'elle fait ce voyage dans cette ville, il y a des très belles images aussi, mais ce voyage personnel pendant de nombreuses années où elle va se rendre très régulièrement. C'est un formidable guide de voyage et je l'accompagnerai, si vous voulez bien, d'un travail qui a été fait par un artiste d'origine togolo-béninoise qui s'appelle William Wilson. Et comme vous le savez, il y a des liens entre cette côte-là, le vaudou, et Haïti. Et donc, William Wilson a fait un travail. C'est un livre pour enfants qui est paru chez Gallimard Jeunesse, mais qui a le mérite formidable de faire des étendards, une tradition du Bénin, et des étendards qu'il a fait à partir de l'art haïtien. Et c'est très beau, vous voyez, c'est magnifique. On a envie de partager ça avec les amis. Voilà, d'étendre, s'étendre largement. Et vous pouvez même retourner la chose, puisque derrière, il y en a d'autres très beaux que je vous laisse regarder. Et je vous engage vraiment à... On va le stabiliser. Pendant ce temps-là, on va demander à Michel de donner son coup de cœur pour qu'on puisse développer. Michel. Mon coup de cœur, alors on en revient à Jean Dubuffet. Il se trouve que, donc on en parlait, la collection qu'avait réunie Jean Dubuffet dans les années 40 a été léguée à la ville de Lausanne. Ça a donné la collection de l'art brut à Lausanne, 60 000 œuvres aujourd'hui. Jean Dubuffet en avait 5 000. Il avait fait une première exposition en 1949 à Paris, à la galerie René Drouin, de ses œuvres qu'il avait collectées. Eh bien, la collection de l'art brut, sans être du tout même d'ailleurs en avoir discuté avec la Fondation Bayeler, eh bien, repropose la première exposition d'art brut que Dubuffet avait donnée en 1949 à Paris. C'est à Lausanne. Ça s'appelle donc l'art brut, simplement, avec ce magnifique catalogue dans lequel on trouve un des texte fondateur du Buffet, c'est l'art brut préféré aux arts culturels. Voilà, comme je le disais, si vous êtes en Suisse, passez par Bâle pour du Buffet à Bayeler, passez voir du Buffet et l'art brut, ou plutôt l'art brut tout seul. La collection de l'art brut, c'est à Lausanne. Et c'est un véritable voyage, tant à Bâle qu'à Lausanne. Mon cher Yves. On évoquait le succès international de Serge Gainsbourg. On a mis très longtemps à avoir des Français ou des francophones qui s'imposent dans le monde du rock international. Alors vous avez la chance d'avoir Régine Chassagne, la chanteuse haïtieno-canadienne du groupe Arcade Fire. Bon, il y a eu Jean-Jacques Burnel, le bassiste et chanteur des Stranglers, mais qui était un Français de Londres, devenu bien plus britannique que français. Phoenix, Daft Punk, mais maintenant nous avons en Angleterre Camille Berthomier, la chanteuse des Savages. Alors personne ne la connaît là-bas sous le nom de Camille Berthomier, qui ici était une comédienne poitevine, mais qui désormais sous le nom de Jen est la chanteuse des Savages, donc deuxième album de ce groupe de post-punk britannique. 4 filles absolument excellentes. On m'en parle beaucoup. Mathieu, un coup de cœur. Musique québécoise parmi les plus intéressantes à sortir ces derniers jours, c'est un DJ
C'est un musicien de musique électronique qui s'appelle Ghislain Poirier. Son site Poirier Sound. Son nouvel album s'appelle Migration. Beaucoup d'influences caribéennes. La nouvelle musique caribéenne, on retrouve là-dessus du rap, on trouve du dancehall, on trouve de la soca. C'est dans un emballage pop. C'est fait avec beaucoup d'énergie. C'est très dansant. Un musicien à découvrir si ce n'est déjà fait. Probablement un des plus internationaux des musiciens électroniques québécois. Donc, Migration, nouvel album de Poirier. Allez-y sur Poirier Sound. Merci Mathieu. Ma chère Estelle, Les Doreurs de pilule. Oui, un livre assez savoureux, Les Doreurs de pilule. Vous connaissez l'expression française, francophone, se dorer la pilule. Et en fait, Mathias Daval s'est amusé à trouver des définitions souvent drôles, toujours drôles d'ailleurs, pour des métiers imaginaires. Donc, qu'est-ce qu'un doreur de pilule? À l'aube de l'industrie pharmaceutique, le doreur de pilule était un chimiste chargé de la cuisson des composants nécessaires à la fabrication, blablabla. Donc voilà, il y a un baisseur de ton. Et je vous laisse une dernière définition, un astiqueur de tige. Je vous laisse deviner de quoi il en retourne. Donc, ou alors vous le découvrez en lisant ce livre, qui est très drôle, Les Doreurs de pilule. C'est aux éditions Atelier Henri Bougier. C'est un lien avec la botanique. Le botanique. C'est un lien avec la botanique. Évidemment. Dommage. Voilà. Un sticker de tige. Je termine avec David Bowie, encore un nouveau livre qui sort, puisque malheureusement la mort de Bowie est récente. Il a été écrit par Patrick Heudeline, s'appelle L'autre histoire, édition de la Martinière, avec cette photo de Bowie assez extraordinaire avec ce grand chien. C'est intéressant à double... Enfin, ce que j'en ai lu est intéressant pour un double aspect. D'abord, quelque chose d'assez proche de Gainsbourg. Exactement. Dans la façon justement de récupérer la culture d'une époque. Et alors, je voudrais signaler deux choses. D'abord, il amène peut-être une ou deux pistes sur la mort mystérieuse, en parlant du goût de Bowie pour la cryogénisation. En fait, il se demande si Bowie, conscient de sa mort, qui semble-t-il s'en est rendu... Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières années, mais jusqu'au début de l'année 2015, il pensait que peut-être il s'en sortirait. Et donc, il émet l'hypothèse qu'il y a peut-être une volonté, je dis plusieurs fois peut-être, que c'est important d'être conditionnel, de Bowie, puisqu'il n'a pas eu sa famille. Enfin, il y a un mystère, la famille était là, est-ce qu'il y a eu une cérémonie? Donc, peut-être il a pris son corps et il a essayé de le congeler pour essayer de revenir. Car comme Bowie, Michael Jackson. Voilà. Pourquoi mourir si on est David Bowie? Ça n'a évidemment strictement intérêt, même si on n'est aucun intérêt, si on est atteint par un cancer tragique. La deuxième chose qui est assez intéressante dans le livre, qui est vraiment très gainsbourgien, c'est que pour les types de sa génération, après les Beatles, il y a cette espèce d'envahissement du blues chez les jeunes Anglais, et les plus célèbres sont évidemment Clapton et les Stones, et il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Il raconte beaucoup, Heudeline, tous ces petits groupes d'Anglais qui ont essayé de s'en sortir, qui n'y arrivaient pas, parce qu'il y avait cette John Mayall, enfin cette pression du blues. Et donc, Led Zeppelin, vous pouvez le mentionner. Comment? Led Zeppelin, vous Oui, pouvez Led mentionner, Zeppelin, oui. Guillaume. Et donc, il y a cette volonté de se sortir de cette impasse. C'est-à-dire, tout le monde fait la même chose. Je suis totalement dans l'échec dans ce registre-là. Je ne serai jamais Led Zeppelin, je ne serai jamais les Rolling Stones. Qu'est-ce que je peux inventer? Et c'est comme ça que démarre la carrière de Bowie, ce qui met en avant cette volonté féroce d'exister, qui est peut-être assez proche, justement, de celui qu'on évoquait tout à l'heure, qui est Serge Gainsbourg. Merci de nous suivre. On est toujours ravis de travailler pour vous. Ciao et à bientôt. Say rock and go down. Hear me so fox, you know me all around. Who say this, so say that, well this I wear the crown. I wanna like that, can't chuck off and chown. Real gangsta, when I with them can't clown. Now they can't test me champion sound.